projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique et de la diaspora avec notre invité à travers son lien spécial avec l'Éthiopie. Nous regarderons bien sûr du côté d'Addis Abeba mais aussi de l'Est du Congo. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Une entrepreneuse française de la diaspora africaine en Éthiopie. C'est le choix de Nati Ngoy, fille d'un exilé congolais. Un héritage familial qui lui a donné une profonde envie de travailler avec le continent africain et d'y apporter une part de prospérité. Elle y a trouvé d'extraordinaires maîtres artisans et de précieux alliés à ses créations de maroquinerie. Elle est notre invitée du jour. Pourquoi ne pas finalement tourner mon regard vers l'Afrique et essayer de construire quelque chose qui apporterait de la valeur là-bas. C'était une façon pour moi aussi de valoriser mon métissage, de faire un retour vers l'Afrique, ce continent que mon père avait quitté pour d'autres raisons. En RDC au nord qui se bat pour assister les déplacés les plus fragilisés par les affrontements armés toujours en cours dans la région. J'aurais remarqué qu'avec le temps, je me suis attachée à eux. J'ai hâte chaque jour de me réveiller et venir partager quelque chose avec eux. Vivent les prêtres africains dans certaines paroisses françaises. Ces curés venus du continent permettent de continuer à faire vivre des églises et ils sont très appréciés. Il apporte un souffle, apporte un regard qui, je crois, peut enrichir nos communautés. Nous ouvrons cette édition sur le remarquable travail d'une organisation de la société civile locale à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la province du Nord Kivu où de violents affrontements opposent depuis mars 2022 les forces armées de la RDC au mouvement rebelle M23. Le résultat, c'est entre autres des milliers de personnes déplacées, environ 510 000 selon les Nations Unies, en majorité des populations rurales. Notre correspondant Daniel Michomboro a été à la rencontre du collectif Goma Actif qui apporte une aide alimentaire aux femmes et aux enfants les plus fragilisés. Regardez. Il est 7h30. Binti Fataki se prépare déjà pour rencontrer les groupes. La jeune fille de Goma s'est déjà taillée un agenda volontaire au sein du collectif. Francine donne chaque jour aux déplacés de Kanyaruchinya au nord de la ville de Goma ses premières priorités de la journée. Aujourd'hui, elle prépare encore quelques habits à donner aux déplacés après avoir servi de la bouillie. Un papa, une maman et un enfant seront bénéficiaires de son aide. Je viens à peine de me réveiller et je prépare quelques habits pour donner aux déplacés de guerre. C'est devenu une habitude pour nous, pour moi particulièrement, parce que ça fait plus de 2 mois déjà que je le fais chaque jour et c'est avec vraiment plaisir et amour que je suis en train de redonner sourire à mes compatriotes déplacés, les victimes de cette guerre. Oui, un travail de chaque jour, car selon Goma Actif, il est temps de retourner de l'ascenseur à cette population villageoise qui avait jusque-là provisionné la ville de Goma en produits agricoles pendant plusieurs années. Tout se prépare dans cette bâche blanche installée à Kanyaruchinya au milieu du camp des déplacés. La bouillie ou même d'autres repas, tout se prépare ici, comme tous les jours. Avant de servir les repas, des chansons, des danses thérapeutiques animées par des psychologues sont au rendez-vous pour essayer de faire oublier les traumatismes et ainsi redonner du sourire aux enfants déplacés. Comme vous l'avez remarqué, ça fait toujours plaisir de redonner sourire aux enfants. Alors, c'est devenu une routine pour moi et tout ce jour qu'il y a tant de plaisir à donner qu'à recevoir. Donc, c'est une joie pour moi de le faire, de partager. Je suis trop attachante et j'aurais remarqué qu'avec le temps, je me suis attachée à eux. Donc, j'ai hâte chaque jour de me réveiller et venir partager quelque chose avec eux. Partager, c'est ce qui donne du sourire à Zaina Ange ce matin. Enceinte, la mère des 4 enfants reconnaît les efforts de ces jeunes qui se sacrifient pour trouver quoi donner aux déplacés venus les mains vides.
Ces gens qui nous donnent de la bouillie nous amènent souvent des haricots que nous mangeons et des habits que nous portons avec nos enfants. Ils nous amènent également de la nourriture comme du riz, des haricots, parfois aussi du sucre. C'est ce que nous mangeons souvent en attendant que les grandes ONG nous amènent de l'aide. Nous sommes très contents et nous disons merci beaucoup à ces jeunes. Nous disons vraiment merci beaucoup, c'est un bon geste. Regarde comment nos enfants sont en joie en prenant de la bouillie. Ça nous tient toujours que nous n'avons rien à manger, surtout en cette période de pluie. Regarde comment toutes ces mamans sont contentes, elles prennent de la bouillie. Vraiment, nous remercions vraiment vivement ceux qui ont pensé à nous en cette période très rude pour nous. C'est un soulagement. Vraiment, merci beaucoup. Pour célébrer les jours de Noël, le collectif a préféré partager les repas avec les déplacés. Des vivres, objets de première nécessité et des fournitures ont été partagés avec les déplacés. Il s'agit d'une initiative qui a commencé le 22 mai 2022 dans le territoire de Nyiragongo. Eugène Bouingo affirme que son organisation a tout simplement voulu jouer aux sapeurs-pompiers. Ces enfants ou ces mamans sont nos frères, sont nos sœurs, sont nos mères. Donc nous sommes le plus impactés possible. Nous sommes ceux-là qui devront s'occuper de ces gens-là quand ils sont en souffrance. Si les ONG internationales peuvent venir, c'est juste pour nous aider. Tellement les ONG ont pris du temps pour réagir, nous nous sommes dit que nous pouvons faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire nous cotiser, nous mettre ensemble et commencer tant soit peu à soulager la douleur de ces enfants et des femmes aussi allaitantes. Nous sommes au 54e, 55e jour si j'ai bonne mémoire. Et c'est pendant tout ce temps qu'on est là, en tout cas régulièrement. Goma Actif n'en est pas à sa première intervention. Il s'est également activé lors de l'éruption volcanique du Nyiragongo le 22 mai 2021 au nord de la ville de Goma. Cette éruption avait entraîné le déplacement massif de près de 400 000 personnes, causant ainsi la mort de 32 personnes et détruit des centaines de maisons selon un bilan officiel. Ce jeune avait assisté des centaines de victimes de l'éruption volcanique. Elle a créé la ligne de maroquinerie Inaden, qui signifie artisan en dialecte tamashek, une langue d'origine berbère. Et ce n'est pas un hasard, notre invitée Nati Ngoy a en effet puisé dans son histoire familiale et dans son amour de l'authenticité de l'artisanat, le désir profond de travailler avec l'Afrique. Et très logiquement, ses pas l'ont menée sur les terres du plus grand cheptel africain, l'Éthiopie. Elle a raconté son parcours et ses défis à Laurent Soustras et Thierry Schiller. Nati Ngoy, bonjour. Vous avez fondé en 2013 une marque d'accessoires et de maroquinerie Inaden. Vous vouliez à la fois créer une entreprise et travailler avec l'Afrique. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans une famille de métissage avec un papa qui vient du Congo et qui m'a donné cette envie en fait de construire quelque chose avec le continent, avec l'Afrique. Il avait beaucoup de regrets, lui, d'avoir quitté son pays, plus pour des raisons politiques. Et il m'a vraiment communiqué cette idée qu'en Afrique, il y avait énormément de choses à faire, qu'on pouvait tout faire en fait. Et puis quand j'ai grandi, quand j'ai fini mes études, que j'ai eu mes premières expériences professionnelles, je me suis dit c'est vrai, pourquoi ne pas finalement tourner mon regard vers l'Afrique et essayer de construire quelque chose qui apporterait de la valeur là-bas. C'était une façon pour moi aussi de valoriser mon métissage, de faire un retour vers l'Afrique, ce continent que mon père avait quitté pour d'autres raisons. Pour produire vos sacs, vous travaillez avec des artisans africains dans un atelier en Éthiopie. Comment fonctionne cette collaboration ? Alors c'est exact, c'est un pays que j'ai choisi pour la maroquinerie parce que c'est pas connu. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi découvert en faisant mes propres recherches pour monter mon activité. C'est le plus grand cheptel du continent africain, c'est un grand exportateur de peaux et de poterie. Et je me suis dit, c'est là-bas qu'il faut aller faire fabriquer une marque de sacs. Et donc, je me suis rendue là-bas, tout simplement. J'ai visité des ateliers, j'ai rencontré des personnes, j'ai noué des relations de confiance. J'ai poussé les portes des ateliers, vraiment. Et j'ai commencé à m'intéresser, à apprendre, en fait, ce métier que je connaissais pas du tout, qui est lié au cuir, au travail du cuir. Et en fait, vous avez parlé de partenariat. C'est vraiment ça. Je pense que là, aujourd'hui, au bout de 10 ans, on peut parler de ça. En fait, on est vraiment sur du gagnant-gagnant, où moi, je viens avec des idées.
je viens avec un projet et j'échange avec des personnes qui ont envie en fait de participer à ce projet, qui voient aussi leur intérêt économique et qui ont envie de grandir en même temps que mon business. Récemment, l'inflation a beaucoup progressé en Afrique, tous les exportateurs le ressentent. Comment gérez-vous cette situation à votre niveau ? Alors oui, c'est une situation qui est pas évidente, surtout récemment. Là, par exemple, moi j'ai été un peu prise de court aussi sur ma dernière production. Ça a surpris tout le monde. Et donc, ça s'est vraiment répercuté sur mon activité, sur les matières premières. Donc, on a des matières premières qui ont fait x3. On a de l'énergie aussi qui a vraiment augmenté. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu d'autre choix que d'absorber, en fait, d'absorber et d'accepter, d'une certaine manière, la hausse des coûts. Nous, on a subi cette inflation-là de plein fouet. Je pense qu'en Éthiopie, clairement, ils ont été aussi très très fortement touchés et surpris. Je veux dire, pour eux aussi, c'est très difficile. Ils se retrouvent à acheter des matières où ça fait du x3 tout d'un coup. Ils sont un peu démunis. Donc, il y a deux options. C'est soit on arrête de faire du business avec eux et du coup, on arrête tout. Soit on soutient l'activité, on encaisse, le choc et on essaye de se dire, pour les fois prochaines, faut soit retravailler peut-être le sourcing, anticiper, peut-être faire des stocks. Voilà, il y a d'autres façons peut-être de se prémunir contre ce choc inflationniste. Donc ça implique une sorte de partage de fardeau. Est-ce que vous pensez que ça va quelque part renforcer vos relations entre vous, une jeune entreprise française, et ces artisans éthiopiens ? Oui, je pense que d'une certaine manière, ça met tout le monde dans le même bateau, en fait. Il y a ça. Maintenant, lorsqu'on est face à une information comme ça, où on vous explique que de toute façon, les matières ont fait x3, et que ça se justifie, c'est-à-dire que là, on touche au domaine vraiment de l'importation, où par exemple, typiquement, vous voulez faire du cuir, donc vous importez des composants chimiques qui viennent d'Italie, qui viennent des États-Unis, donc la rareté, le coût du produit, tout ça fait que ça se justifie. En fait, quand votre partenaire vous explique ça, qu'il est aussi ennuyé que vous, il connaît votre position, il sait que ça fait des années que vous travaillez avec lui, il n'est pas très à l'aise de vous annoncer ça. Donc lorsque on adopte une position, on essaie plutôt de comprendre d'où ça vient. On essaie d'expliquer aussi que c'est difficile d'avoir cette information un peu en last minute et que clairement ça va impacter la suite ou l'activité, mais qu'on est dans une discussion franche, ouverte, où on essaie de trouver des solutions. Oui, je pense que ça renforce forcément des liens. On reste quand même dans cette relation de confiance et ce partage de fardeau, comme vous dites, je pense que ça permet de renforcer des liens. Vos produits sont fabriqués en Afrique, mais le design est toujours fait en Europe. Que pensez-vous des designers africains ? Que voyez-vous émerger dans cette sphère ? Alors moi, je vois émerger beaucoup de créativité. Je suis vraiment ravie aujourd'hui que les designers africains soient mis à l'honneur. On voit à quel point l'Afrique inspire la scène internationale dans la mode. On voit les influences, on les voit dans les défilés, on les voit partout, on les voit dans le choix des motifs, des textiles, etc. Et finalement, aujourd'hui, que des designers africains travaillent soit des tissus textiles traditionnels d'Afrique avec cette volonté de valoriser des savoir-faire, un patrimoine culturel africain, c'est super. Mais il y a aussi toute une génération de designers africains qui travaillent aussi des matières, d'autres matières en fait, pas forcément issues du continent, et qui montrent aussi qu'il y a cette mixité, il y a cette influence de la mode qui ne se limite pas forcément à qui on est, d'où on vient, mais simplement le talent. Et oui, il y a des designers talentueux en Afrique et qui ne se limitent pas forcément à travailler que du pagne ou que du kente ou de l'indigo, qui peuvent aussi travailler d'autres tissus juste parce qu'ils sont talentueux, ils sont créatifs et vraiment ils renvoient une image, je pense, très positive, très dynamique du talent et du potentiel de l'Afrique d'une manière générale.
Avec l'application Nomade Éducation, les interminables embouteillages en rentrant chez moi deviennent des moments de révision de qualité. Depuis que j'ai intégré l'application Nomade Éducation à la routine de révision journalière de l'élève en classe de 4e que j'accompagne en tant que répétiteur, ses difficultés en mathématiques sont un lointain souvenir. L'application Nomade Éducation a vraiment révolutionné les habitudes de révision de mes enfants. Quel que soit le lieu où ils se trouvent et sans connexion Internet, ils peuvent réviser en tout confort. Pour la préparation de mon baccalauréat, jamais sans mon application Nomade Éducation. Grâce à Nomade Éducation, j'arrive à mieux comprendre même les notions les plus complexes abordées en classe. J'adore particulièrement les mini-cours et les quiz qui m'aident à vérifier que j'ai bien compris. L'application mobile Nomade Éducation aide à la réussite de tous les élèves et étudiants. Nomade Éducation, le meilleur allié pour la réussite scolaire. Application gratuite, disponible sans besoin de connexion Internet partout en Afrique. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Cette semaine, le pape François arrive en République démocratique du Congo, un événement capital dans le premier pays d'Afrique en termes de nombre de catholiques et également la patrie du premier évêque noir du continent. À l'étranger, les prêtres africains occupent aussi un poids croissant dans l'Église. Pas moins de 800 prêtres africains rejoignent ainsi chaque été des paroisses françaises pendant les congés pour des remplacements. De nombreux évêchés font aussi appel tout simplement à des curés africains pour prendre en charge des paroisses au quotidien, en ville comme dans des zones rurales. Et cela se passe plutôt bien en dépit des différences culturelles. Regardez. Il est 9h30 du matin et Arnold Éclus commence sa première messe. Arrivé il y a quelques mois à Brétigny-sur-Orge, en région parisienne, le père Arnold n'est pas le premier prêtre africain à officier dans cette église. Ils sont plus accessibles. C'est plus facile, oui. Plus accessibles et plus proches. Ils sont plus jeunes aussi. C'est vrai. Non mais c'est parfait, on vous comprend parfaitement. Merci, c'est bien. Étudiant en droit canonique la semaine et prêtre le week-end, Arnold vient du diocèse de Palimé au Togo. Et si le rite est le même, dans son pays, la cérémonie est très différente. Il n'y a pas ce dynamisme, cette vivacité dans la célébration ici, comme ça se passe chez moi au Togo. Vraiment, quand il y a une chorale qui anime la messe, déjà à l'entrée, la procession, c'est toute une fête, quoi. Et ça bouge, les tam-tams ici, l'orgue, les musiciens, tout est en branle, quoi. Et puis voilà, ça vit l'Eucharistie, comme le Christ est sorti du tombeau. Comme Père Arnold, chaque année, on compte 1600 prêtres étrangers venus en France sous le principe du Fidei Donum, le don de la foi. Plus de la moitié d'entre eux sont africains et viennent principalement du Bénin et du Congo-Kinshasa. La Conférence des évêques de France voit dans cet échange une pratique de donner-recevoir. C'est accepter qu'il vienne avec sa culture, avec ses traditions, avec sa formation, et qu'il apporte un souffle, apporte un regard qui, je crois, peut enrichir nos communautés. Le nombre de vocations en France a diminué et le vieillissement du clergé est une réalité. Nous avons donc plus de 10% de prêtres qui ne sont pas français et qui viennent répondre à un besoin. La moyenne d'âge du clergé français est de 71 ans. La moyenne d'âge de ces prêtres qui viennent d'ailleurs est de 47 ans. En France, seulement 2% des catholiques sont pratiquants. L'Église fait face à une crise des vocations. Chaque année, en moyenne, 90 prêtres se font ordonner dans l'Hexagone, alors qu'au Togo, ils sont une soixantaine pour une population 10 fois inférieure. Même s'ils sont généralement bien acceptés par les fidèles, ces prêtres venus d'ailleurs ont du mal à s'acclimater à leur nouvelle vie. C'était difficile pour moi au début. J'étais ennuyé, en nostalgie, parce que je n'ai jamais pris le petit déjeuner tout seul. Le déjeuner et le dîner tout seul, on est toujours en communauté. Et donc arrivé, du coup, dès les premiers jours, quand ça a commencé, ça n'a pas été facile pour moi, mais je m'habitue déjà. Je fais avec. Je n'ai jamais fait la cuisine. Et je me rappelle qu'avant de quitter, il y a une religieuse qui me disait que tu verras maintenant que tu es prête quand tu seras en France. Arrivé il y a 5 ans en France, Emmanuel Degbé est aussi passé par cette phase d'adaptation. Originaire du même diocèse qu'Arnold, il officie le week-end. Il soutiendra sa thèse en histoire dans un mois.
Aujourd'hui, Père Emmanuel accueille une nouvelle fidèle. Il sait qu'elle rencontrera dans sa foi des difficultés que les chrétiens de son pays n'ont pas à affronter. Afin que tu demeures dans le Christ. En Afrique, c'est un fait social encore maintenant. Chaque croyant est porté par la société. Aller à l'église, on n'a rien, ce n'est pas du tout une honte. Alors qu'en Europe, surtout en France, dire d'abord qu'on est croyant, c'est une humiliation personnelle. Je peux dire que l'église est persécutée en France aussi aujourd'hui, parce que les croyants sont ridiculisés, ils sont ironisés juste à cause de leur foi. Et malgré cela, ceux-là qui acceptent de vivre leur foi librement, je pense quand même qu'ils sont, permettez-moi de le dire, ils sont à féliciter. Les pères Arnold et Emmanuel ne comptent pas s'installer en France à la fin de leurs études. Si le diocèse de Palimé est d'accord, ils rentreront au Togo où ils seront confrontés à la montée en puissance des églises évangélistes qui menacent la fréquentation des églises traditionnelles. Nous retrouvons notre invitée Nati Ngoy. Elle nous explique comment la riche tradition artisanale africaine peut être préservée. Écoutons-la. Nati Ngoy, vous êtes française d'origine congolaise et née en France. Comment vivez-vous le fait d'arriver en Afrique, jeune entrepreneuse française? Est-ce que votre mixité culturelle est un atout ou un inconvénient? Oh, c'est une question pas si évidente. Déjà, on est intimidé quand on est jeune française, jeune entrepreneur et qu'on met le pied pour la première fois dans un pays qu'on ne connaît pas. Moi, c'est vrai que j'ai fait le choix d'aller en Éthiopie pour mon business. C'était un choix vraiment pragmatique. Je ne connaissais pas ce pays du tout. Donc oui, j'étais forcément intimidée. Et c'est vrai que moi, après 10 années à faire énormément d'allers-retours sur place, d'avoir noué des relations là-bas, d'avoir passé beaucoup de temps vraiment à me mettre au diapason, au rythme local, eh bien en fait je pense qu'on c'est au gré vraiment de ces voyages qu'on a une forme d'humilité qui nous permet finalement de nouer des relations avec les personnes sur place et de ne pas arriver en terrain conquis. Parce que je pense que parfois c'est un peu ce qui peut nous être reproché, ou en tout cas c'est ce que les personnes peuvent présupposer. Voilà, on peut y avoir cette impression-là. Une classe moyenne supérieure se développe en Afrique, de même qu'une catégorie aisée de la population dans les grands centres urbains. Est-ce que c'est une cible pour Inaden ? Alors oui, ce serait une cible parfaite, ce serait une cible idéale. Je pense qu'il y a vraiment cette volonté aujourd'hui des Africains de consommer différemment. Alors, c'est vraiment cette classe moyenne qui a des aspirations, qui a les moyens, qui travaille et qui a aussi le goût des belles choses et qui a envie de se les offrir. Pendant très longtemps, les références, c'était des références occidentales, les marques occidentales, le style occidental. Et aujourd'hui, je pense qu'on le voit. Il y a énormément de concept stores, il y a énormément de galeries africaines, il y a énormément de créateurs, tout simplement, qui s'implantent en Afrique, dans plein de pays, et qui veulent proposer de beaux produits, de la qualité, à cette classe moyenne qui aspire à consommer différemment, à s'offrir des beaux produits, mais qui sont proposés par des Africains, qui sont fabriqués en Afrique et qui peut-être leur ressemblent davantage et leur permet de se valoriser à travers cette consommation, peut-être on pourrait dire une consommation engagée, mais je pense qu'il y a vraiment cette volonté de se dire on est fier finalement de ce qu'on peut produire ici ou de ce qu'on peut trouver ici localement. Pourtant, 98% de votre clientèle est toujours hors Afrique. Est-ce que c'est un pourcentage que vous voulez rapidement voir changer ? Oui, ça a toujours été un peu ma volonté et en même temps j'ai été confrontée à cette réalité. Inaden aujourd'hui est distribué en grande partie en France, en Europe. Donc trouver les relais justement en Afrique, trouver les bons points de vente, les bons endroits où on va pouvoir proposer nos produits qui ont un certain prix pour les proposer à une clientèle qui va pouvoir se les offrir. C'est pas forcément un pari évident sur le continent africain. Mais par contre, ça émerge. Moi, je vois bien que depuis quelques années, vraiment, il y a cette proposition, ce marché qui émerge. Donc, j'ai dans l'idée de développer des relais, des points de vente en Afrique. Depuis quelques années, je dirais, 3-4 ans, je vois vraiment un mouvement qui émerge en France, en Europe, avec cette volonté de consommer noir, consommer black-owned,
Et avec cette volonté de se dire, ok, aujourd'hui, il y a des alternatives, on n'est pas obligé d'aller consommer chez des grandes marques de luxe qui n'apportent peut-être rien au continent, mais d'aller soutenir des initiatives, des marques qui ont un lien avec qui nous sommes. Il y a vraiment cette volonté de se dire, on va consommer engagé, nous, les afrodescendants, la diaspora noire, parce que c'est aussi comme ça qu'on va soutenir un mouvement positif et participer au changement. Vous allez créer prochainement une ligne de bijouterie, encore un axe sur lequel vous allez collaborer avec les artisans africains. Oui, tout à fait. Alors, depuis maintenant quelques saisons, j'ai déjà collaboré avec des bijoutiers Touareg, donc des maîtres artisans. Moi, j'aime beaucoup parler de maîtres artisans, parce que la bijouterie Touareg, on peut en avoir une idée de voir le Touareg assis en tailleur, qui fait ses bijoux comme ça. Mais en fait, c'est un artisanat qui est centenaire, qui est traditionnel. Ils ont clairement de la magie dans les mains. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose je trouve ça magique de voir ce qu'ils sont capables de faire avec finalement très peu d'outils. Et du coup, avec les bijoutiers Touareg, j'ai cette volonté de mélanger, de faire vraiment converger leur savoir-faire, cette tradition qu'ils ont, qui se passe de génération en génération, et de venir le mixer à une modernité, à un style, à un design qui va parler à ma cible, qui va parler aux femmes qui aiment les beaux objets, qui aiment l'artisanat, qui aiment les choses simples, qui sont authentiques mais de qualité. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à mélanger les deux. Donc moi, ça fait déjà quelques saisons que j'ai une petite gamme de bijoux. Et là, l'idée, ce serait vraiment d'aller un peu plus loin et toujours de préserver un petit peu ce savoir-faire, de le valoriser, donc de retrouver la finesse du travail, retrouver ce côté, on ne travaille pas sur des moules, chaque pièce est fabriquée à la main, de retrouver cette empreinte Touareg, qui est quand même très propre à l'artisanat, à la bijouterie Touareg, mais de lui apporter, de lui insuffler quelque chose d'un peu plus moderne, pour que ça puisse toucher les personnes qui aiment Inaden ou qui aiment simplement la mode, quoi. Alors justement, vous dites qu'il y a énormément de talents et de ressources en Afrique. Vous sentez-vous une fibre, enfin apparemment c'est le cas, vous sentez-vous une fibre pour valoriser, protéger cet artisanat africain et comment s'y prendre? Oui, je pense que c'est très important de le préserver, de le valoriser. Il y a énormément de savoir-faire qui se perdent en fait. Donc, comment les préserver? Je pense que c'est à travers peut-être des initiatives, alors comme la mienne, mais aussi comme d'autres font localement. Je pense qu'il y a aussi des personnes localement qui sont engagées à ça. C'est d'apporter donc à ces savoir-faire, de leur apporter un côté peut-être plus moderne, de redonner des lettres de noblesse à cet artisanat, que même localement les personnes puissent se rendre compte que oui, ça a de la valeur en fait, et aussi c'est de rémunérer plus justement les artisans. Ils étaient un peu déclassés dans la société. Et vraiment le travail à faire, c'est de montrer que non, cet artisanat, ça a une richesse, que ça peut apporter de la valeur, et je pense que ça vient avec un travail de design, un travail de promotion aussi, d'expliquer, de raconter comment c'est fabriqué, l'histoire qu'il y a derrière les produits, et puis surtout que les personnes qui les fabriquent puissent subvenir à leurs besoins, puissent gagner leur vie, et que puissent être fiers aussi de leur travail. Je pense vraiment que ça passe par cette filiation en fait. Voilà. Nati Ngoy, merci beaucoup. En prie, avec plaisir. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Nati Ngoy ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. N'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.